En Tunisie, le président Bédi Caïd Essebsi a annoncé des élections pour décembre 2019. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays où il a évoqué une réforme du mode de scrutin pour ces élections. Selon des résultats publiés lundi en Sierra Leone, le parti au pouvoir a largement remporté les législatives du 7 mars dernier, frôlant la majorité absolue, alors qu'une demi-douzaine de sièges restent à pourvoir. Et puis au Togo, la reprise du dialogue intéresse la communauté internationale. Les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis ont invité pouvoir et opposition à une discussion de fond. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, le président Bédi Caïd Essebsi a annoncé des élections pour décembre 2019. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays. Le chef de l'État a également évoqué une réforme du mode de scrutin pour ces élections. Plus de précisions à travers ces images. Il faut se préparer pour les prochaines élections en décembre 2019, a déclaré Bédi Caïd Essebsi, sans préciser de quel scrutin il s'agissait, alors que des législatives et présidentielles sont prévues l'an prochain. Dans son discours au palais présidentiel, Essebsi a évoqué la nécessité d'une révision de la loi électorale sans plus de détails, soulignant s'appuyer sur l'avis d'experts. Plusieurs universitaires ont remis en cause la semaine passée le scrutin proportionnel intégral utilisé lors des législatives d'octobre 2014, estimant que cela avait empêché une majorité claire au Parlement. Soulignant qu'il était nonagénaire, il a laissé planer le doute sur sa propre candidature à la présidentielle. Mais il a assuré ne pas vouloir changer la Constitution malgré ses faiblesses, car ce n'est pas le moment, et a rappelé le Parlement à mettre en place au plus vite les instances indépendantes prévues par la loi fondamentale dans la Cour constitutionnelle. Les députés n'ont pas réussi à élire les 4 juges de cette Cour, à défaut d'un consensus leur permettant d'obtenir la nécessaire majorité des 2/3. Un nouveau vote est prévu mercredi. Essebsi a appelé ses compatriotes à l'optimisme et à l'unité dans cette phase critique, déplorant que beaucoup de Tunisiens soient déçus. On a pris des retards dans certains domaines, a-t-il reconnu, citant le chômage qui reste au-dessus des 15%, le poids de la dette, la plongée du dinar. Le président a appelé les partis et organisations syndicales et patronales réunis au sein du pacte de Carthage qui oriente le gouvernement d'union nationale à continuer à travailler ensemble dans l'intérêt commun malgré les dissensions croissantes à l'approche des élections. Youssef Chahed, 9e chef de gouvernement depuis la révolution de 2011, est actuellement sous pression, plusieurs voix s'étant élevées pour réclamer un remaniement en arguant des difficultés économiques du pays. En Sierra Leone, selon des résultats publiés hier lundi, le parti au pouvoir a largement remporté les législatives du 7 mars dernier, frôlant même la majorité absolue, alors qu'une demi-douzaine de sièges restent encore à pourvoir. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale a annoncé avoir poursuivi dans la journée d'hier ses consultations avec les différents partis politiques. Reportage. Lors du premier tour de la présidentielle en Sierra Leone, Samoura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, a terminé deuxième avec 42,7% des voix. Il a été légèrement dévancé par celui du principal parti d'opposition, SLPP, Julius Maada Bio, en tête avec 43,3%. Mais lors des législatives à un tour qui se tenaient le même jour, c'est l'APC qui est sorti vainqueur. Le parti au pouvoir a frôlé la majorité absolue en remportant 63 circonscriptions contre 46 pour le SLPP. 2 partis récemment créés, la Coalition pour le changement et la Grande Coalition nationale, ont respectivement obtenu 8 et 4 sièges, pendant que 4 députés ont été élus sous l'étiquette indépendant. Ces résultats, il faut le préciser, portent sur 125 des 132 circonscriptions que compte le pays. Dans une circonscription de la région ouest, les électeurs devront à nouveau voter pour élire leurs députés le 27 mars prochain en raison de l'absence de photos d'un candidat sur les bulletins de vote. Par ailleurs, après des allégations d'irrégularité, un nouveau dépouillement des bulletins a été ordonné dans les 6 circonscriptions de Falaba, dans le nord du pays, un fief du parti au pouvoir.
Au Togo, la reprise du dialogue intéresse la communauté internationale. Les Nations Unies, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis au Togo ont invité le pouvoir et l'opposition à une discussion de fond sur les questions de réforme constitutionnelle et électorale en vue de parvenir à un accord. Les détails. Dans une déclaration commune publiée lundi soir, les acteurs de la communauté internationale demandent aux protagonistes de la crise qui secoue le pays depuis plus de 6 mois de dépasser leur position de principe. La coordination appelle les partis à s'engager sans délai dans l'intérêt de tous les Togolais dans une discussion de fond sur les questions constitutionnelles et électorales afin de parvenir à un accord sur les réformes, assure le communiqué. Entamé le 19 février sous la supervision du président ghanéen Nana Akufo-Addo, le dialogue a été aussitôt suspendu après la deuxième séance tenue le 23 février. Selon des sources proches des pourparlers, les débats ont achoppé sur le retour à la Constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. La coalition de 14 partis d'opposition refuse que le président togolais se représente au scrutin de 2020, ce que souhaite le parti présidentiel. Foria Singbe en est aujourd'hui à son 3e mandat, ayant été réélu lors de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015. Les Nations Unies, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis au Togo constatent les difficultés rencontrées par le facilitateur ghanéen et appellent les protagonistes à parvenir à un accord sur un cadre démocratique rénové qui permette d'organiser des élections libres et transparentes. Au lendemain de la suspension des discussions, le président Nana Akufo-Addo a entamé une série de consultations à Accra où il a reçu les délégations de l'opposition et du pouvoir. Ses émissaires séjournent depuis la semaine dernière à Lomé où ils ont rencontré une délégation de l'opposition lundi soir. Les émissaires ghanéens nous ont affirmé que toutes les consultations se sont bien déroulées à Accra et que le président ghanéen serait à Lomé la semaine prochaine pour la poursuite du dialogue, a déclaré mardi sur une radio privée Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la coalition de l'opposition. En bref, au Tchad, les fonctionnaires tchadiens ont repris le travail après 7 semaines de grève contre des mesures d'austérité imposées par le gouvernement en début d'année. Toutes les structures sanitaires de N'Djamena étaient opérationnelles ce mardi et les activités dans les différents ministères avaient également repris. La reprise était par contre plus timide dans certains établissements scolaires. À travers un communiqué rendu public hier lundi, la plateforme des syndicats à l'origine de la grève qui avait constaté le paiement effectif des salaires à N'Djamena et en province a appelé tous les travailleurs à la reprise du travail. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Burkina Faso où, à quelques heures de la reprise du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, les avocats des accusés ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du traitement judiciaire de l'affaire. Ils dénoncent certaines anomalies qui n'ont pas été corrigées avant l'audience qui doit reprendre demain mercredi. Voici des précisions. Polémique autour du procès du putsch manqué au Burkina Faso. La défense récuse la légalité du décret portant sur la nomination du président de l'instance, devant laquelle doivent comparaître les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ainsi que 82 autres accusés. Elle dénonce également certaines anomalies qui font planer le doute sur la reprise effective du procès, suspendu le 27 février dernier. Les avocats des accusés ont déclaré que les accusés sont convoqués devant la chambre de première instance du tribunal militaire, alors que les magistrats devant lesquels ces mêmes accusés doivent comparaître ont été nommés pour occuper des fonctions dans une juridiction appelée la chambre de jugement. La défense estime à l'avance que le procès ne sera pas équitable, les juges devant trancher sur le dossier étant nommés sur proposition de l'actuel ministre de la Justice qui s'est constitué partie civile dans ce dossier. Enlèvement de 110 jeunes filles dans une école de Dapchi au Nigeria. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir ignoré les mises en garde répétées sur les mouvements de combattants de Boko Haram dans l'état de Yobe. Des mises en garde qui avaient été lancées quelques heures avant et après l'enlèvement. Se basant sur les témoignages anonymes de 23 personnes, et 3 responsables en charge de la sécurité basée à Jedam, non loin de la frontière avec le Niger, l'ONG Amnesty International a accusé l'armée nigériane d'avoir ignoré les mises en garde répétées
sur les mouvements de combattants de Boko Haram dans l'état de Yobe, et ce, quelques heures avant et après l'enlèvement de 110 jeunes filles dans leur école de Dapchi. Dans un rapport publié ce mardi, l'Organisation de défense des droits de l'homme assure que les forces militaires avaient été alertées sur la présence de groupes djihadistes lourdement armés dans les environs et qu'elles ne sont pourtant pas intervenues. Nous demandons au gouvernement de faire ce qui est juste, protéger ces écoles et les civils et assurer la sécurité. C'est la responsabilité du gouvernement. Et nous demandons aussi aux militants de Boko Haram de ramener ces filles chez leurs parents saines et sauves. C'est notre message principal. That is the core point of our message. If you look at the trajectory of what happened in Dapchi, si vous regardez ce qui s'est passé à Dapchi et que vous comparez cela à ce qui s'est passé à Chibok en 2014, il y a un schéma répété. Ça a commencé par de la confusion, puis des démentis, puis une reconnaissance que oui, c'est bien un enlèvement. Puis il y a eu un jeu des reproches. C'est exactement ce qui s'est passé à Chibok en 2014. C'est comme si nous avions tiré aucune leçon et c'est inexcusable. We have not learned any lesson and this is inexcusable. Nous fondons toujours nos accusations sur une enquête approfondie, ouverte et transparente qui satisfait les normes internationales. Et l'accusation que nous faisons, c'est qu'il y a eu un échec et que quelqu'un doit être responsable de cet échec et doit être tenu responsable. Élu en 2015 sur la promesse qu'il allait vaincre Boko Haram, le président Muhammadu Buhari, tout en qualifiant quelques jours après l'enlèvement de Dapchi de désastre national, a assuré faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer les filles, notamment à travers des négociations. Hors du continent africain, l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy a été placé ce mardi en garde à vue. Son arrestation intervient dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Voici des détails. Rebondissement dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français a été arrêté et placé en garde à vue tôt ce mardi matin. Il a été interpellé pour être entendu par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Nanterre, près de Paris. Des juges du pôle financier enquêtent depuis avril 2013 sur des accusations de financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye de l'ex-dignitaire Mouammar Kadhafi. Des accusations formulées par l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine et d'ex-responsables libyens et toutes réfutées par l'ancien chef de l'État français. Selon une source proche du dossier, Brice Hortefeux, un proche de Nicolas Sarkozy, qui fut ministre durant son quinquennat, est lui aussi entendu en audition libre depuis mardi matin. Toujours dans le cadre de cette affaire, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a lui aussi été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Ce dossier a émergé en 2012 suite à la publication par Mediapart d'une note laissant penser à un financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.